Solitaire, il est inoffensif. Mais dès qu'il vit à plus de 500 par hectare, sans que l'on sache vraiment pourquoi, le criquet pèlerin se regroupe, forme des bataillons et devient un redoutable envahisseur. Il y a 3000 ans, les Égyptiens parlaient de 8e plaie. Aujourd'hui, les scientifiques disent catastrophe écologique mobile. Des millions, des milliards de criquets arrivent et c'est l'explosion acridienne. Après leur passage, culture, pâturage, toute la végétation est totalement décimée. Le remède pour l'instant est toujours le même, l'épandage massif d'insecticides. Des tonnes de produits, des millions de dollars, des dizaines d'organisations internationales sont mobilisées. Cette mobilisation est-elle capable de gagner la guerre contre les criquets? Le criquet ne connaît pas de frontières. À chaque invasion, plus de 56 pays, soit 30 millions de kilomètres carrés, sont menacés. Venus du Yémen, du Tchad, du Niger, du Mali, poussés par les vents, alléchés par les pluies, les criquets sont arrivés en Mauritanie. Chaque jour, l'invasion gagne du terrain. D'abord à l'ouest, dans le Tarza, puis au sud, vers Rosso, à l'est, et maintenant au nord, dans l'île Chérie et l'Adrar. Mois après mois, ici on se bat, on veut y croire, on s'organise. Mohamed Abdoulaye est prospecteur. Comme lui, ils sont une cinquantaine, Mauritaniens, Marocains, Tunisiens ou Algériens. Ces soldats de première ligne font partie des forces d'intervention maghrébines. Les scientifiques les appellent les acridologues aux pieds nus. Sans eux, pas de lutte anti-acridienne. Sans relâche, ils sillonnent le territoire. Leur rôle, repérer l'ennemi, prévoir ses déplacements, observer ses comportements. Recueillir le maximum d'informations sur les criquets afin de rationaliser les traitements, choisir les meilleures armes. D'autre part, Rosso, vous dites à Diallo qu'il m'envoie les coordonnées des zones infestées pour les transmettre à l'équipe avion, La prospection consiste à chercher les lieux, les zones infestées, là où il y a le criquet. Je m'arrête, je localise l'essaim. Il faut savoir la longueur de l'essaim, la largeur, pour savoir la surface donc, de la zone infestée. Et je la cherche dans la carte, je prends les coordonnées et je les passe. Donc, ou bien je traite moi-même, si j'aurais une unité de traitement terrestre, je peux intervenir directement. Si la surface est grande, je peux donc faire appel à l'avion et je fais le balisage et l'avion traite. Une guerre de l'ombre, loin des projecteurs, mais qui parfois coûte la vie à ses éclaireurs. C'est le cas en Somalie où les prospections ont dû être stoppées. Dans d'autres pays, elles sont inexistantes. Au niveau par exemple du Mali, au niveau du Niger, il y a certaines zones où il n'y a pas du tout possibilité de faire des prospections à cause de la guerre Touareg. Oui. Au point de vue invasion criquet, je n'ai vu que 88. Mais les anciens nous parlent de certaines infestations qui remontent à des années très loin, avant ma naissance. Mais en faisant un peu le rapport entre ce que j'ai vu et ce que disent les anciens, on n'est pas encore réellement dans une vraie infestation. Parce qu'ils disent que ce qui a été vu avant est pire que jusqu'à présent ce qu'on voit. Oui. Ils n'avaient pas de moyens de lutte non plus. Non, pas du tout. À l'époque, il n'y avait pas ces moyens. Les gens plutôt utilisaient notamment de la fumée, ils éliminaient beaucoup d'herbes sèches, souvent des vieux pneus, n'est-ce pas, ou même de l'herbe encore qui reste encore verte pour éloigner les criquets, sinon avec des vieilles tasses, avec des bâtons que les gens essaient de faire un peu de bruit pour éloigner les criquets. C'était ça le moyen de lutte à l'époque. Alors c'est pas la même chose du tout aujourd'hui avec les avions, avec les voitures, ça n'existait pas avant. À ce jour, ce sont déjà 40 à 60% des cultures qui sont ravagées. Mais quand on est paysan et que les criquets sont passés dans vos champs,
les statistiques ne veulent pas dire grand-chose. Ils ont misé sur les cultures et récoltent endettement, faillite, avec parfois au bout l'exode. Ça fait combien de temps que vous Normalement, كانت تعدل 9 طن par l'hectare, normalement. Il n'y a pas un sac, je crois bien. Non, ils espéraient avoir une bonne récolte, mais compte tenu de l'arrivée des insectes, ils n'espèrent plus même une tonne à l'hectare. Alors que normalement, ils pouvaient récolter jusqu'à 5 tonnes à l'hectare. 6 ou 7, oui. 6, 7. وهي كانت تسولني الى عندكم شيء ينفع في هذا قلت لهم انتم ما عندكم شيء ما عندنا بعرة اريان الوزير قال لنا عن كل شيء لا يجينا ولا راينا شيء لا قول هذا الى دون ريان qu'il est dans une situation désespérée. شقاله هون والعمال اللي هي وتحت غبطة ايدينا غير ما عندهاش تعدلوا. C'est des gens qui ont investi beaucoup de millions d'ouguiya dans la riziculture, qui malheureusement, compte tenu de la situation acridienne qui est très grave, ils désespèrent. C'est normal. Quelqu'un qui a investi des millions, il se retrouve avec une récolte zéro. C'est normal qu'il s'inquiète. Il n'est pas le seul, il y a d'autres qui sont dans son cas. C'est complètement bouffé. Ils ont mis ces morceaux justement pour essayer de les couvrir un peu. Hier, ce champ était un champ de culture maraîchère. 24 heures plus tard, il ne reste rien, ou presque. الخسارة نتاعنا احنا مالك نراو ياسر من شركاش وياسر من كل شيء وخاصة يجبروا الزقاي نراو الزقايب ياسر نجبروا شربة رايق نجبروا الطون من حريث مرة واحدة احنا لا شيء من عليه. وذا العام شيء تجبروا؟ ما هو شيء لكن نجبروا 5 قلات والله 6 سينك لا سينك. Il est 16h30 à Bogué, au sud-est du pays, sur le fleuve Sénégal. On vient de repérer un essaim. Apparemment, il arrive du Sénégal, certainement. Il arrive du Sénégal, peut-être bon. C'est le Sénégal parce qu'aujourd'hui, vers 10 h du matin, il n'y a pas de criquets dans la zone. Tout de suite, nous avons prévenu les 2 bases de Boutilimite et de Rosso parce que nous connaissons la capacité du dispositif ici sur place. C'est un seul avion, il ne pourra pas faire l'affaire. Donc on aura 3 avions supplémentaires demain matin qui vont traiter les zones de culture et uniquement les zones de culture. Mais cette nuit, là, les criquets, ils vont se poser parce que la nuit tombe. Ça veut dire qu'ils vont commencer à manger. Oui, on ne peut rien faire. La nuit, on ne peut rien faire. Dans la nuit, ce sont des tonnes de nourriture qui risquent de disparaître. Au camp Ecoforce de la mission de coopération française, on établit le plan de campagne du lendemain. Ça fait 100 km. Il est au-dessus de vous.
également informé que ça vient de chez eux et qu'il faisait 30 km de long sur 15. 30 km sur 15. 45 000 hectares. Au minimum, il sera 800 litres par vol, si jamais il n'y a pas de vent et tout. L'essaim de ce soir représente à lui tout seul près de la moitié des criquets tués jusqu'ici dans la zone. Il ne reste que 4600 litres de produits. D'ici l'aube, il faut en trouver près d'une tonne de plus. On cherche. Ici, on sait qu'il faut aussi savoir gérer le manque de moyens. Les criquets sont dans les champs de maïs et de sorgho. Les hommes, eux, savent qu'ils n'ont que quelques heures pour agir. On a fait entre 100 et 120 000 hectares de criquets, mais c'est 120 000 hectares de criquets. Je veux dire, on n'a pas arrosé la pampa, c'est des criquets, il n'y a pas une goutte qui est tombée en dehors des criquets, quoi. Et je veux dire, 120 000 hectares par rapport à ce qu'il y a eu, c'est peut-être qu'une grosse rigolade, en fait, parce que les criquets, on a tué ce qu'on a vu, mais tout ce qu'on n'a pas vu. Et puis, on n'était que dans une région définie, il y a eu toutes les autres régions. Oui, mais bon, vous êtes responsable d'une zone, vous traitez sur la zone. On fait est... ce qu'on peut là où on est, ouais. quoi, avec les moyens qu'on a. On ne peut pas réagir dans le désert comme on réagit avenue de la Grande Armée, quoi. C'est pas possible. Donc il y a toujours une certaine lenteur. Les zones sont difficiles, les moyens de communication dans les zones où on est sont difficiles. Donc tout se répercute, ça fait le matelas, quoi. Complètement bouffé, vous voyez. D'ailleurs, on voit que la nervure principale, comme ce maïs-là, vous voyez. Bon, en une nuit, ils ont fait déjà ça. Ça aurait été toute une journée, c'est-à-dire 24 heures. En tout cas, on trouverait très peu. Et là, le traitement a commencé, là? Oui, il a commencé depuis 7 heures. Et c'est avec un produit que nous appelons Dirsban, c'est le nom commercial. Mais c'est le chlorpyrifos, qui est un produit, un organophosphoré, que nous avons en tout cas utilisé très bien et qui marche très bien en tout cas pour tous les traitements que nous avons eu à faire cette année. Et il est dosé à 45% et ça fait de très bons résultats sur les champs. Quand l'essaim est repéré la nuit, il faut immédiatement presque... Il faut immédiatement, le mieux, c'est de venir, pendant encore qu'ils sont engourdis, ils ont la paresse de quitter les lieux. Et là, on met le produit à la dose que l'on veut. Et en ce moment, les vents ne sont pas levés. De ce fait, le produit descend très bien sur les champs et contacte tous les insectes qui y sont. Donc ceux-ci qui sont là, qui sont en train de voltiger, ils n'ont aucune chance de survie. En tout cas, pour au moins 90%, en tout cas, c'est ce qui est sûr. Il ne faut pas seulement qu'on nous envoie des produits et qu'on ça c'est très important. Les produits, les avions, ça c'est très important. Mais qu'on nous permette également d'avoir une aide qui pourrait mieux former nos paysans. Parce que quand le paysan est plus averti, c'est le meilleur rempart, la lutte contre les différents déprédateurs, l'acridien et les autres. Il n'est pas très connu de tout le monde. Parce que les gens viennent, ils croisent les bras, ils disent bon, on va brûler des pneus, on va brûler les crottes d'animaux pour chasser les insectes. Mais ça chasse d'ici pour qu'ils se reposent dans le champ à côté.
Ceci n'est pas... efficace. Quand les gens sont formés et qu'ils ont les moyens de lutter, là, on pourrait faire quelque chose d'important. Les former, ça veut dire qu'ils puissent utiliser des produits, des choses comme ça. L'utilisation des produits et également l'organisation des luttes. Ça, c'est très important. À côté de la lutte directe menée dans l'urgence à grands jets d'insecticides, des recherches se poursuivent pour trouver de nouvelles armes pour demain. Au nord, la coopération allemande a installé ses laboratoires. On y teste des produits synthétiques comme les inhibiteurs de croissance. Mais surtout, des produits naturels, issus d'arbres comme le nîmes ou le mélia, qu'on trouve partout en Afrique de l'Ouest et qui auraient développé des substances pour se défendre contre les criquets. Ces produits d'origine végétale peuvent donner des résultats mortels. Sur les larves, ils peuvent provoquer des déformations, retarder la croissance, agir sur le système de reproduction ou encore réduire sérieusement les capacités de vol. Après examen intensif en laboratoire, les essais sont menés ici, directement en milieu réel. Bon, ici, par exemple, ça c'est quelque chose qui arrive souvent, que les ailes ou le début des ailes sont déformés déjà. Ça ne va jamais développer des ailes normales. Alors comme ça ne peut jamais voler. Et ça là, scutellum, il y a des déformations déjà. La tête n'est pas bien développée, les œufs sont déformés. Bon, ici, dans ce cas, les antennes sont un peu déformées. Souvent, ils perdent les antennes. Et ça, c'est très important, cet effet. Avec ça, toute cette communication entre les insectes, ou la réception de toutes les informations de leur environnement, ça ne marche pas. Ça ne vient pas. Et comme ça, ils perdent l'orientation. Avec ces produits, les chercheurs observent des taux de mortalité atteignant 80% des criquets. De bons résultats, mais encore expérimentaux. Des recherches du même type, menées par des équipes anglaises ou françaises, sont actuellement en cours dans d'autres pays, comme le Tchad. On commence déjà à marcher maintenant parce qu'on a 11h moins quart, c'est déjà chaud. C'est chauffé, ils descendent de la bustre et ils commencent à... Partout, les scientifiques cherchent des produits plus faciles à manipuler parce que moins toxiques et donc plus accessibles aux populations locales. Reste la question des coûts. Ces produits sont aujourd'hui 5 fois plus chers que les insecticides classiques. Il y a une grande tache là-bas. Les chercheurs sont conscients de ce handicap, conscients également de s'attaquer au lobby des industries chimiques. Pour eux, le problème est économique et politique. Veut-on des produits moins nocifs pour l'environnement et un peu plus chers, ou plus nocifs et moins chers ? Un peu plus loin, à quelques kilomètres d'Akjoust, les traitements continuent. Un seul camion d'épandage pour toute la région. Les moyens aériens sont pour le moment concentrés au sud et à l'est. Ces moyens terrestres, à l'apparence rustique, demandent néanmoins de fortes précautions d'emploi. Les tenues de sécurité peuvent manquer. Gants, masques, bottes n'arrivent pas toujours à destination.
Parfois, les utilisateurs locaux ne sont pas suffisamment informés. Certaines organisations, comme le Préface en France ou la FAO, essayent de pousser à la formation. Elle reste aujourd'hui encore trop limitée. En attendant, le mot d'ordre du gouvernement reste « priorité au sauvetage des cultures et des pâturages, il faut traiter ». Je me rappelle le premier jour quand on était venu ici, les gens pleuraient presque. Il a fallu qu'on traite nous-mêmes et ils étaient prêts à faire entrer le véhicule, même à casser les plantes. Est-ce que cette année, ça s'annonçait une bonne année pour l'élevage et la culture? Je pense que c'est l'une des meilleures, parce que d'après les gens de la région, que ce qu'il y a eu comme inondation cette année, il y a 40 ans qui n'ont pas vu une telle inondation. Malheureusement, il y a eu les criquets, ce qui a d'ailleurs, vous pouvez vous rendre compte vous-même, puisque ce qui a été mobilisé comme fonds, comme intervention, comme fatigue et comme dégâts, je pense qu'on ne peut même pas l'évaluer. Déjà ici, en tout cas, en Mauritanie, déjà depuis le mois de juin, qu'on a commencé à allaiter jusqu'à présent. Et on ne voit pas en tout cas le bout du tunnel pour l'instant. Espérons que d'ici janvier ou plus tard février, qu'il n'y en aura plus. Pour que la lutte se développe, il faut des moyens, mais aussi que les populations locales se mobilisent. Or, dans ce pays vaste comme 2 fois la France, avec sa grande tradition nomade, il y a l'invasion actuelle, mais il y a aussi avec les criquets une histoire qui dure depuis des siècles. On vit avec eux comme s'il n'y avait rien d'autre à faire, comme un destin, une fatalité. Le dispositif de lutte doit en tenir compte. قاتلوا ودنا لأن طبعا قد سمعنا في الراديو عن يقطعوا عنه القدحان والحسيان وينكردوا التركة وأين نعدروها ويقلبونا ويمشوا. Chaque matin, au poste de commandement central de Nouakchott, la capitale, les représentants de la FAO, des différentes coopérations et les délégués régionaux font le point. Ils savent tous qu'entre le début de l'invasion et le moment où les moyens d'intervention sont débloqués, s'écoulent toujours plusieurs mois et c'est déjà trop tard. Ce qui serait idéal, c'est d'avoir une lutte préventive sur toute l'ère de reproduction, parce que s'il y avait eu cette lutte préventive, on n'aurait peut-être pas réussi ces essais au début. D'autant plus que si on était déjà préparé et on avait tout de suite les moyens, on n'en serait pas là. Parce qu'avec peut-être un tiers de ce que nous avons utilisé, on aurait pu arrêter l'invasion dès le mois d'août-septembre. Mais le problème, c'est qu'on n'était pas suffisamment doté de moyens et on n'avait pas suffisamment. Les choses n'étaient pas complètement prêtes à être opérationnelles. Et au point de vue lutte préventive, ce serait l'idéal. Si chaque pays faisait la lutte préventive, c'est sûr que les moyens utilisés ne dépasseront pas le 10e de ce qu'on utilise. Au poste de commandement, on sonne une nouvelle fois l'alerte. Un essaim de 4 milliards de criquets s'avance, projetant son ombre immense sur la ville. Toute la nuit, Nouakchott prépara sa guerre sans perdre courage. Une guerre de 3000 ans, toujours recommencée, mais que les hommes espèrent avoir un jour les moyens de gagner.